Bonjour à tous. Ça fait plaisir de vous revoir. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va parler de fidélisation. Il y a pas mal de gens qui viennent là depuis souvent, donc ça doit vouloir dire que Alain est un grand fidèle et qui sait très bien fidéliser, donc ça fait plaisir. Il y a plein de places devant, venez, on se sent seul, ne restez pas debout, prenez votre café, venez partager un petit moment avec nous, ça sera vraiment plus sympa. On, on a une quarantaine de minutes d'intervention et après il va y avoir, si vous voulez, des questions-réponses, donc n'hésitez pas à venir les poser. Euh, la fidélisation, c'est vrai que c'est un sujet qui est hyper important, évidemment, qui en plus, moi, me tient à cœur tout particulièrement, parce que pendant de nombreuses années, on a vu énormément d'entreprises dépenser énormément d'argent pour acquérir toujours plus de clients, comme si la croissance d'une boîte ne se faisait que par le nombre de nouveaux clients, ce qui, bon, évidemment est un des critères, mais n'est pas le seul. On a souvent oublié tout ce qui était la lifetime value, etc., au profit de l'acquisition. Et donc aujourd'hui, ça va être le sujet qu'on va aborder, qu'on va essayer de démystifier, qu'on va essayer de comprendre comment finalement on fidélise un client, parce que c'est pas si simple. Donc voilà, et comme c'est un chiffre qu'on donne toujours assez régulièrement, mais qu'on a tendance à oublier, c'est que lier une relation avec quelqu'un et le faire réacheter, ça coûte 6 fois moins cher que de trouver un nouveau client. Je pense qu'on est tous là pour faire des économies. Il y a une crise qui est passée par là, il y en a qui s'en sortent très bien, d'autres un peu plus difficilement. Donc je pense que d'aller chercher cette fidélisation et le réachat, c'est important. Donc du coup, pour discuter de ces différents sujets, on a trois intervenants aujourd'hui. Je vais commencer par Claire, Claire Arnoux, qui est directrice marketing et e-commerce de Tape à l'œil. Bonjour Claire. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Christophe Autret, qui est directeur IT de DIM, marque de caleçons, chaussettes, pas que. Bonjour Christophe. Bonjour Sébastien, directeur e-commerce. Ah, IT e-commerce, pardon. IT et Pas encore, pas e-commerce. encore IT. Et Nicolas Lepellec, qui est directeur UX et UI de chez Noroto. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous et bonjour Sébastien. Alors je vais commencer par la question la plus simple de la journée. Est-ce que vous pouvez chacun à votre tour présenter en deux, trois mots et deux, trois chiffres la marque dans laquelle vous travaillez? On commence par Claire. Allez, j'y vais. Donc Tape à l'œil vend du prêt-à-porter pour enfants, donc entre 0 et 16 ans, à la fois bébé, enfant, ce qu'on appelle enfant 3-8 ans, et ado, à partir de 10 ans et jusqu'aux 16 ans, et même jusqu'à la taille M. Voilà, une entreprise de l'AFM, la famille Mullier, créée dans le Nord en 1996. 300 magasins, présence France, Belgique, Suisse, Espagne et j'espère bientôt d'autres. Et présence en partenariat en grand import-export. Voilà. On est une entreprise, on va dire, de taille, alors à la fois moyenne et grosse. On fait plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Et ce qui nous caractérise surtout, c'est le produit et la marque, puisque finalement nos clients nous sont fidèles. Et je vais en parler de manière plus détaillée après, mais avant tout parce qu'ils aiment nos produits. Voilà. C'est une bonne raison d'être fidèle. Nicolas? Donc moi je travaille chez Noroto International et donc cette entreprise fait partie du groupe Mobivia, qui est un groupe qui n'est pas forcément très connu mais qui englobe finalement Midas, Noroto, ATU qui est encore plus gros que Noroto en France, avec des centaines de centres auto, donc tout ce qui est entretien automobile. Et donc, la marque Noroto aujourd'hui s'attelle à justement travailler la fidélisation, la différenciation, notamment dans ce contexte de transition automobiliste, et donc d'aller chercher, enfin, de proposer à ses clients aussi non seulement des solutions autour de l'automobile, mais pas que. On parle de mobilité douce, on parle de voilà, toute la multimodalité qu'on peut offrir à nos clients en fait. Christophe? Oui. Donc le groupe DIM tourne autour de la marque DIM, spécialiste des sous-vêtements pour hommes, femmes et enfants.
Il y a d'autres marques en Europe qui sont dans le giron du groupe, spécialisées dans chacun des pays. En Allemagne, il y a Nordi, en Italie, Lovable, en Espagne, il y a Banderado, Playtex, que vous connaissez aussi. Il y a tout un tas de groupes, de marques là-dessus. Donc on est spécialiste du sous-vêtement et notre plus gros challenge, nous, c'est d'exister en tant que marque parce qu'on est vendu partout. Monoprix, tape à l'œil, Leclerc, Carrefour, Amazon. Et donc nous, notre but, c'est de réussir à fidéliser les clients, déjà les attirer chez nous, comme tu disais au début, et en plus après les retenir, pour pas qu'ils aillent acheter chez nos revendeurs. Voilà. Je veux pas qu'ils aillent acheter chez Tapalay. J'ai essayé de lui faire un croche-patte tout à l'heure, mais j'ai pas réussi. Il y a un sujet sur la fidélisation déjà, c'est de la définir, parce que c'est vrai qu'entre une concession, enfin un garage auto et un vendeur de caleçons ou de sous-vêtements, la fidélité et le nombre de réachats par an n'est clairement pas le même. Est-ce que vous pouvez définir un petit peu, vous, ce que vous appelez un client fidèle dans votre marque? On refait le même ordre? Allez, bon, et la prochaine fois, je commence pas en premier. Hein. Mais je fais exprès parce que j'ai un contrat avec Christophe. Ah oui. Donc on attend de voir ce que tu dis. Ah oui, sympa. Non, avec plaisir. Alors, donc, chez Tape à l'œil, nous, on appelle, pour nous, un client fidèle, c'est un client qui a adhéré à notre programme de fidélité. On a un programme de fidélité qui date d'il y a pas mal d'années déjà. Je crois juste quelques années après la création de l'entreprise, qui permet d'obtenir des points. Et avec ces points, on peut obtenir des chèques de fidélité. Il y a des chèques pour les anniversaires. Voilà, on peut obtenir des services. Donc il y a un panel d'avantages sur ce programme qu'on est en train d'ailleurs de faire évoluer, qui évolue en permanence, puisqu'on a à cœur de rajouter des éléments qui sont dans l'intérêt de nos clients régulièrement. Donc voilà, ça c'est vraiment la base de nos clients fidèles. Et on a la chance chez nous de connaître la majorité des clients qui viennent dans nos magasins. Donc ça, c'est quand même moi, c'est quelque chose, quand je suis arrivée chez Tape à l'œil, qui m'a beaucoup surprise de manière positive. C'est vraiment la très grande majorité de nos clients qui sont connus. Et du coup, comme on a des informations sur eux, la conseillère de vente a tout loisir finalement de leur tenir le discours de la carte de fidélité. Et l'avantage aussi pour le client, c'est que pour le client, pour la maman par exemple qui est enceinte, on a une offre naissance en permanence où le deuxième article est à moins 50, ce qui fait que comme notre programme de fidélité vaut 3 €, finalement on prend 2 d'or bien et c'est tout de suite rentabilisé et pendant 1 an on bénéficie de l'ensemble des services. Donc ça c'est un vrai avantage pour nos clients. Donc forcément, et comme c'est le cas pour tout le monde en ce moment, il y a forcément un intérêt sonnant et trébuchant pour le client qui est hyper important. Après, comme je le disais tout à l'heure, un client fidèle aussi, pour nous, c'est un client engagé dans nos produits. C'est-à-dire qu'on a, je pense que je peux le dire comme ça, on a une espèce de fan club avec des clients qui nous demandent nos produits, qui les attendent avec impatience. Et ça, c'est vrai qu'en tant que marque, c'est c'est vraiment, finalement, c'est ce qu'on recherche un petit peu tous. On a ce qu'on appelle chez Tape à l'œil un Family Lab, qui est une communauté de clients hyper engagés qui nous aide à co-construire les produits, à co-construire les services. Donc, dès qu'on veut tester un truc, que ce soit une nouvelle interface digitale, que ce soit un nouveau service en magasin, on les appelle, hop, une petite question Facebook où on les réunit et puis ça va finalement assez vite. Donc ça, c'est vraiment nos clients les plus engagés. Et puis après, notre programme de fidélité et la fidélité par rapport à notre marque. Voilà, j'ai essayé de brosser le portrait hyper large. Et justement, entre un client qui n'est pas membre du programme de fidélité et celui qui l'est, est-ce que vous avez des rapports de chiffre d'affaires ou de réachat par an? Alors, nous, ce qu'on cherche au-delà de la fidélité, chez Tape à l'œil, ce qu'on cherche à maximiser, c'est l'omnicanalité des clients. C'est-à-dire que moi, dans mon rôle, l'objectif pour moi, c'est de faire consommer les clients à la fois sur le digital et à la fois sur le magasin. Et donc, on a des services sur certains pays, on a des services de réservation gratuite qui font que finalement, vous passez votre commande et vous allez la chercher au magasin, vous payez au magasin. Sur d'autres, on ne l'a pas forcément. Mais en fonction de ces différents types de services, on arrive à driver l'omnicanalisation des clients.
Et alors, donc ça, c'est une partie de l'écosystème. Le corollaire de ça aussi, c'est notre application mobile, qui fait que finalement, quand les clients, à partir du moment où les clients téléchargent l'application mobile et qu'ils adhèrent au programme de fidélité, on a une fréquence qui est à peu près 3,5 fois plus élevée que les clients qui viennent juste en magasin. Et donc, en fait, nous, c'est vraiment ça qu'on cherche à maximiser. Au-delà de la fidélité, on sait que, de toute manière, omnicanalité et fidélité vont ensemble. Voilà. Et donc, un rapport sur les clients omnicanaux, on a un rapport de fois 2,5 à peu près en termes de fréquence et de chiffre d'affaires aux clients. Et sur les clients qui sont omnicanaux et qui ont l'application, et du coup, dans leur application, ils ont le programme de fidélité, puisqu'ils la scannent à chaque passage en caisse, ils scannent leur carte de fid à chaque passage en caisse. On est sur un rapport de 3,5 fois 3,5 en fréquence. Énorme. Ouais. Chez Noroto, j'imagine qu'il y a aussi un gros rapport de confiance. Une fois qu'on est client dans un garage auto, on doit, j'imagine, souvent y retourner. C'est quoi justement le rapport de fidélité avec Noroto? Alors effectivement, contrairement au secteur du prêt-à-porter, on a un petit peu moins de fréquence d'interaction avec la marque. Heureusement. Clairement. Ça voudrait dire que vous faisiez mal votre travail. C'est ça. Mais néanmoins, on essaie enfin, on est aujourd'hui sur une moyenne de 1,6 fois interaction entre un client et la marque Noroto aujourd'hui. On va essayer justement d'avoir une stratégie de développer cette fréquence. Et comment on fait ça? En termes d'UX aussi, c'est cartographier en fait l'ensemble des touchpoints, identifier un peu quels sont mes principaux points de contact, et travailler après, une fois qu'on a ce mapping global, travailler sur chacun des points de contact pour finalement s'inscrire un peu plus dans la vie du client, parce que nous, on est un peu moins dans le quotidien, puisque c'est très ponctuel et c'est pas forcément prévu quand un client vient chez nous. Mais essayer d'être là au bon moment et essayer de pousser, développer aussi de nouveaux services. C'est aussi pour ça qu'on a une stratégie aussi de plateforme aussi pour amener des services additionnels tels que du lavage auto, voilà, tout ce qui va pouvoir permettre de développer la fréquence d'interaction, d'être un peu plus présent dans dans la tête du client, et aussi développer une stratégie de contenu aussi sur ce que j'ai dit en introduction sur le changement de paradigme par rapport à l'automobile, le nouveau, ce qu'on appelle nous la transition automobiliste, notre nouveau programme de transformation. Voilà. Quand tu parles d'écosystème, c'est que ou en tout cas de services additionnels, c'est sous la marque Noroto? Par exemple, le lavage voiture, c'est sous la marque Noroto ou c'est sous d'autres marques? C'est sous la marque Noroto, c'est développé en Espagne. Après, on s'appuie aussi sur nos pays qui vont aller plus vite sur certains services pour pouvoir les développer et après les scaler, les mettre à l'échelle. J'imagine que tu l'as dit en introduction, Dim, la grosse difficulté, c'est que c'est surtout distribué partout ailleurs, mis à part, enfin, chez Dim aussi, mais c'est quand même beaucoup plus rare. Comment déjà on sait qui est notre client quand on est autant distribué? Comment on arrive à le traquer? Est-ce qu'on arrive à le traquer? Et comment on arrive à le fidéliser? Alors, la chance vient de notre désavantage, je dirais, de notre parc magasin, puisqu'on a seulement une trentaine de magasins en France. Donc c'est assez limité. Comme on n'avait rien à leur proposer jusqu'à décembre dernier, les clients ne laissaient pas leurs coordonnées, donc on ne pouvait pas identifier un client et le tracer. Heureusement, on avait l'e-commerce qui existait, qui lui oblige la création de compte aujourd'hui, puisqu'on a fait le choix de ne pas proposer le guest checkout pour pouvoir passer commande. On est obligé de créer son compte. Et donc toute notre difficulté, nous, c'est de réfléchir pour pouvoir proposer un programme de fidélité qui vienne en concurrence directe avec ceux de Tape à l'œil, avec ceux de Auchan, Carrefour, là où sont faits la plupart de nos achats. 85% du chiffre d'affaires est fait avec ces revendeurs, avec ces partenaires. Donc il faut à la fois exister sans non plus se mettre en difficulté avec eux. Et c'est pour ça qu'on a décidé c'est pour ça qu'on arrive très tard aussi sur ce programme de fidélité, et qu'on a décidé de mettre un programme de fidélité le plus simple possible, le plus compréhensible possible pour le client, facilement atteignable, avec un système de bons d'achat dès qu'on atteint un certain montant dépensé. Alors pour pas que ça soit non plus inatteignable, on a mis un palier à 40 €.
Dès que vous dépensez 40 euros d'achat, tac, vous avez 5 euros de bon d'achat valable sur alors tous les canaux, oui, mais bon, avec 30 magasins, tous les canaux, c'est limité. C'est vrai que c'est beaucoup plus utilisé sur le web. Et voilà, donc on a quand même un système assez rapide. 40 euros, c'est une somme, mais ce n'est pas non plus quelque chose de trop important. Et par rapport à la fréquence d'achat, comment dire, au chiffre d'affaires par client qu'on avait, on a réussi à mettre quelque chose qui était atteignable pour pouvoir nous augmenter le panier moyen sans faire une trop grosse différence par rapport à ce qu'il y avait avant la mise en place du programme de fidélité. Donc on a sur 350 000 clients connus auparavant, donc à l'ouverture du programme de feed, on en a plus de la moitié enfin du moins en volume, on ne sait pas s'ils sont réellement la moitié, qui ont souscrit au programme de feed. Donc ça marche plutôt bien. Ouais, en 3 mois. Enfin en 6 mois maintenant, parce qu'on a lancé début décembre. Nicolas, tu disais tout à l'heure que vous aviez une sorte d'expérience map pour voir un peu les points de friction et les points d'amélioration de l'expérience de fidélité. Comment on détecte des points de friction justement dans la fidélité pour savoir qu'on est capable de faire en sorte que le client soit encore plus fidèle? C'est justement avec cette cartographie dans laquelle on vient placer en fait sur l'échelle du temps et l'expérience du moment où l'expérience commence au moment où elle se termine, placer un certain nombre d'irritants et vis-à-vis de la fidélité, effectivement, regarder en fait chacun de ces irritants, à quel point on peut travailler dessus. Donc c'est un ensemble de tâches qui finalement se transforment en projet. Et c'est en fait toute la difficulté aussi dans le UX finalement, c'est pas juste de cartographier. Moi, je m'attelle à faire la big picture et montrer les constats, mais derrière, il faut que ça se transforme en plan d'action. Et ça, c'est pas forcément toujours le plus facile parce que souvent, un irritant très localisé va toucher en interne à différents services. C'est-à-dire que, enfin, nous, c'est un peu notre challenge aussi aujourd'hui, c'est d'apprendre en mode projet à travailler de manière très transversale, beaucoup plus que... Et nous, chez Norauto, le fait qu'on ait une grosse équipe, on a 20 designers aujourd'hui pour adresser ce périmètre, ça nous permet de nous mettre plus en empathie avec le client finalement, parce que c'est intrinsèque dans le rôle du designer d'être vraiment à l'écoute, capter les signaux faibles. Et c'est vrai que avant de faire cette cartographie, pour répondre à ta question plus précisément, ça se fait sur des études, notamment des études terrain. On fait beaucoup de terrain en magasin, des interviews à distance, etc. Mais on itère beaucoup avec nos clients. Ça nous enrichit vachement. Vous êtes aussi en lien avec toute la partie service client, j'imagine, pour pouvoir récolter un peu les points de friction chez eux pour pouvoir justement y répondre après? Effectivement, on essaie ça, c'est pas quelque chose sur lequel je peux dire qu'on est encore super bon. C'est que on a beaucoup de sources, notamment des enquêtes clients, etc. Et on n'a pas encore cette logique de tout agréger entre des études qu'on peut faire en UX Research sur le terrain, des feedbacks qu'on a sur Google, les avis, des études propriétaires qu'on mène nous régulièrement, qui sont une base, en tout cas on a une grosse base de données et on a un sujet justement pour consolider cette base de données, la rendre accessible à tous pour plus vite gommer les irritants finalement. Claire, tu disais tout à l'heure que l'application était pour vous un gros canal de fidélisation, que c'était aussi un gros canal presque de discussion aussi en boutique parce que les vendeuses font en sorte que les gens la téléchargent. Je voyais un chiffre qui disait que 48% des clients membres d'un programme de fidélité aimeraient avoir une application. La faire télécharger, c'est bien. Comment après on fait en sorte que les clients reviennent dessus? Parce que c'est le gros challenge des applications. Alors, en effet, c'est vraiment notre challenge aujourd'hui. Donc l'application mobile chez Tapalœil, déjà c'est une grosse partie de notre chiffre d'affaires, digital en tout cas. Donc voilà, on la soigne, on essaye de la soigner, on essaye de faire en sorte qu'elle soit la plus, on va dire, la plus fluide possible en termes de navigation, ce qui, de mon point de vue, n'est pas le cas aujourd'hui. Donc on est en train de la refondre. Et en fait, l'idée, c'est en effet de la faire télécharger. Donc nous, c'est notre réseau de magasins qui fait télécharger l'application.
Donc on a une grosse puissance de téléchargement organique. Et derrière, voilà, on est en pleine refonte là. Donc pour mettre à jour le code qui devient très vite obsolète sur les applications. Et derrière, avec toute une batterie de nouvelles fonctionnalités, comme par exemple le mode magasin. Qu'est-ce que je peux faire avec mon appli dans le magasin? En fait, c'est hyper important et c'est hyper important et intéressant. Nicolas parlait tout à l'heure des touchpoints. Chez nous, on croit beaucoup que finalement l'internaute, enfin le client, et notamment le client fidèle, on va lui donner envie de faire des choses avec son application à l'intérieur du magasin et hors du magasin. Et c'est ça qui va faire qu'il va revenir dessus et il va pas la détélécharger. Parce qu'aujourd'hui, forcément, on a des téléchargements, on a téléchargement et détéléchargement. Même si cette notion-là est plus compliquée à suivre, mais on sait qu'aujourd'hui, voilà, si on fait une application mobile qui n'a que des fonctionnalités e-commerce, finalement, ça n'a pas forcément de sens. Alors, il y a autre. Donc ça, c'est une partie. Donc toutes les fonctionnalités, par exemple, je sais pas moi, personnaliser les étiquettes des enfants. Puisque vous savez, hein, pour ceux qui ont des enfants, hein, on leur achète un truc et puis soit on écrit au marqueur sur l'étiquette à l'arrache parce que il part à l'école avec et qu'il faut se dépêcher, soit moi ma mère elle cousait des marques, mais ça je crois que ça n'existe plus en fait. Soit on n'écrit rien et puis finalement il revient de l'école, ah bah j'ai perdu mon sweat et voilà. Et donc on réfléchit à des fonctionnalités de ce type-là, on réfléchit à des fonctionnalités. Nous, comme on est sur les enfants, mode parent aussi, c'est-à-dire que l'enfant pourra utiliser l'application du parent aussi dans le magasin pour scanner des trucs, des QR codes et avoir des interactions. Et puis, il y a autre chose aussi qui nous permet de développer l'utilisation de l'application mobile, c'est qu'en fait, chez Tape à l'œil, on a à cœur évidemment de développer notre marque et on va dire l'amour de notre marque par nos clients. Grâce aux produits concrets. Et aussi, on a tout un volant de marques partenaires et de marques invitées, dont DIM, mais pas que. On a aussi tout un tas de marques plutôt qu'on considère, nous, comme émergentes, des petites startups, et qui font tout un tas de produits et de services autour de l'enfant. Et ça, en fait, on voit que très, très bien qu'en magasin, en fait, quand il y a un produit qui intéresse le client, la conseillère de vente va lui dire « Ah, mais on ne l'a pas, mais par contre, on a une marque partenaire qui le fait. Regardez sur l'application mobile. Vous pourrez le commander. Vous pourrez le faire venir très facilement en magasin. Dans 3 jours, il est là. » Et comme ça, en plus, ça génère de la fréquence. Et du coup, ça génère une occasion pour le client de revenir chercher son colis et éventuellement de faire une vente complémentaire. Et donc, c'est cette boucle vertueuse qu'on travaille, en fait, via l'application. Nicolas, tu as eu envie d'intervenir à un moment? Non, je voulais juste souligner l'approche qui est hyper intéressante de contextualiser l'expérience en fait entre j'ai mon application, mais je l'ai vraiment pensé contexte magasin, contexte à la maison. Et ça permet une chose très simple, c'est justement de minimiser le nombre de fonctionnalités en fonction du contexte. Donc ton appli est plus simple, et logiquement elle sera plus ergonomique, et l'UX sera amélioré, donc ce sera de la satisfaction derrière, de la fidélité renforcée, on va dire. Chez DIM, justement, on vient de le voir avec Tape à l'œil, qui vous distribue. Comment, quand on crée un programme de fidélité qui est principalement motivé par la remise, qui va faire en sorte qu'il n'aille pas chez ceux qui vous distribuent aujourd'hui, qui représentent 85% de votre business, comment on explique ça aux partenaires? Je crois qu'on leur dit pas. Non, mais c'est comment dire, c'est une approche globale quoi, pour le groupe. On sent bien qu'il faut qu'on continue d'exister en vendant par nos propres moyens, nos propres canaux de vente directs, déjà pour maximiser la marge. Et parce que les temps sont durs, tout augmente et donc les négociations sont de plus en plus âpres avec nos distributeurs. Donc en essayant, en augmentant cette part de 15% et en essayant de l'élargir à chaque fois, c'est comme ça qu'on va pouvoir conserver du cash et donc proposer des nouveaux produits comme on le fait régulièrement. Alors c'est sûr qu'en sous-vêtements, c'est assez limité, mais bon, les culottes de règles, les pyjamas spéciaux pour les enfants. Il y a eu débat il y a eu quelques années sur les débats de contention, etc. Donc il y a quand même quelque chose de la technologie, je dirais, là-dessus, de l'innovation, même si on reste sur un produit qui est non visible. Donc,
On va pas, voilà, on n'est pas comme avec toujours tape à l'œil. Je suis désolé pour Noroto, j'ai pas de pièces. mais voilà, on va pas dire c'est un sweat Dim, non, parce qu'on a quelques t-shirts ici et là, mais ce sont des produits qui se voient très peu, quoi. Donc il faut, en plus on est sur un produit qui est aussi un petit peu mass market, de renouvellement. Les collants s'usent malheureusement très vite, les chaussettes, les caleçons. Malheureusement ou heureusement? On peut pas faire des collants en Kevlar, hein, on le mettrait plus après. Donc voilà, il y a tout un système comme ça qui fait que bon, et pour nous, pour nous, la question de l'app, par contre, se pose pas du tout, puisque ça va être impossible d'exister sur téléphone avec une app qui vend que des caleçons ou des chaussettes. C'est impossible. On pourrait faire de la réalité augmentée ou quoi que ce soit, mais bon, ça va vite faire le tour. Ça serait vraiment se faire plaisir. Bon, moi, ça me plairait, mais bon, je suis pas sûr qu'au business, bref, voilà. Donc on est assez vraiment focus sur le rendement, donc attirer les clients chez nous, du moins les faire découvrir notre gamme et surtout ne pas les faire, essayer de pas les perdre. Alors si on les perd pour qu'ils aillent chez Carrefour, bah tant pis, c'est pas grave parce qu'ils vont toujours chez nous. Si on les perd pour une autre marque, par contre, c'est plus évident pour nous. Voilà. Chez Noroto, Nicolas, tu me disais en préparant cette intervention qu'il y avait un sujet évidemment de fidélisation des clients, mais aussi des collaborateurs, et que ça faisait vraiment partie de ton spectre d'activité d'essayer d'améliorer cette expérience pour faire en sorte qu'eux restent plus longtemps et du coup aient une expérience client plus favorable. C'est vrai que on se soigne là-dessus parce qu'on avait chez Noroto un turnover hyper important qui est quand même assez fort encore aujourd'hui parce que plus d'attractivité chez les concessionnaires etc. pour les techniciens notamment, etc. Et donc du coup, et c'est aussi parce que je pense que c'est dans l'ADN de la marque aussi d'être centré collaborateur sur l'humain avant tout. On est sur une marque qui est humaine. Et donc du coup, c'est pour ça que finalement, quand je disais que j'ai 20 personnes aujourd'hui en UX, on a 2/3 de l'équipe qui travaille sur les outils collaborateurs parce qu'on est en pleine transfo digitale et on refait tout l'écosystème. Alors effectivement, on refait pas l'ensemble des applis, mais on essaie d'en faire un grand, les 80% principales. Et du coup, on s'attelle à justement simplifier l'expérience pour les collaborateurs qui aujourd'hui nous disent qu'ils ont trop d'applications, trop d'hétérogénéité entre les applications. Et du coup, ça devient un vrai pain point pour onboarder les gens. C'est beaucoup plus long. Et donc nous, notre objectif, c'est de faire un écosystème cohérent, des applis qui soient frères et sœurs, qui s'interconnectent les unes entre les autres et qui permettent finalement de fluidifier l'expérience, fidéliser les collaborateurs à travers le digital aussi. Puisque le digital est omniprésent dans le quotidien d'un centre auto de toute façon et dans plein de business finalement. Tout à l'heure, Claire, tu disais que, évidemment, tu as ton client clé qui est le parent, mais il y a aussi l'enfant. Comment tu fais pour créer aussi de la désirabilité chez l'enfant pour qu'il essaye peut-être de demander à ses parents d'aller acheter ses vêtements chez Tape à l'œil? Alors c'est un vrai sujet, c'est clair, l'enfant prescripteur, on voudrait tous l'avoir. On voudrait tous qu'il soit prescripteur de nos marques hein, dans l'écosystème des concurrents enfants. On a plusieurs, on va dire, chantiers sur ce sujet-là. Et il y a des chantiers qui sont finalement assez différents selon la tranche d'âge. On va dire que ça commence, l'enfant prescripteur, ça commence à peu près vers 6 ans, 5-6 ans, sur le prêt-à-porter, hein, sur les jouets. Ça commence bien avant, bien évidemment. Mais chez nous, ça commence à peu près à partir de cet âge-là. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a des chantiers sur l'expérience en magasin pour les enfants, avec des magasins qui proposent des activités, par exemple. On peut faire des anniversaires. On fait des partenariats avec Pickwick, qui est une cousine aussi du groupe de l'association familiale Mullier, qui vend des jouets. Du coup, voilà, il y a on va dire c'est le DIY, mais c'est voilà les activités manuelles. Donc voilà, il y a une histoire d'événementialité. L'enfant, quand il rentre dans un magasin Tape à l'œil, de toute manière, de base, les responsables de magasins et conseillères de vente, c'est souvent 90% des femmes, elles lui disent bonjour, elles se mettent à son niveau, elles lui parlent à lui aussi autant qu'aux parents. Donc il y a une histoire de discours de magasin, il y a une histoire d'activité en magasin.
Demain, il y aura des fonctionnalités sur l'application. Donc ça, c'est plutôt pour la partie enfant. Et après, on a la partie aussi qui est hyper intéressante à travailler, qui est la partie ado, puisqu'on a une marque pour les ados. Et là, on est en grand chantier sur cette marque-là pour savoir ce qu'on en fait, comment on fait pour que les ados adhèrent à notre concept. Et alors là, ça passe par... alors évidemment, ça passe par une réflexion parce qu'aujourd'hui, les marques ados, c'est des corners dans nos magasins tape à l'œil. Or, l'ado n'a pas forcément envie d'aller dans le même magasin que son petit frère ou sa petite sœur pour s'acheter des fringues. Donc ça c'est une vraie question. Donc, on n'a pas encore tranché ce sujet-là, mais c'est une grosse question. Et puis, après, pour les ados, il y a toute la strate réseaux sociaux, bien évidemment, avec TikTok, Instagram, on va dire en tête de pont. Voilà, c'est donc évidemment. Et puis après, alors si, c'est ça que je voulais rajouter aussi, on se pose la question de services comme par exemple des sortes de cagnottes où aujourd'hui, voilà, moi j'ai des ados, je leur donne un billet pour aller faire les soldes finalement. Demain, comment je fais pour faire ça sur le digital? Comment je fais pour leur donner une sorte de crédit qu'ils pourront dépenser? Et ça aussi, c'est des fonctionnalités et des services auxquels on réfléchit, parce qu'on se dit que ça peut être assez chouette d'avoir une sorte de porte-monnaie électronique pour nos adolescents, pour les adolescents, pour qu'ils aillent consommer nos produits. Tout à l'heure, je me suis trompé en te présentant Christophe en disant que tu étais aussi directeur IT, mais pas encore. Mais parce qu'on en a beaucoup parlé au téléphone, en se disant, c'est vrai qu'il y a aussi une grosse dimension tech finalement dans la fidélisation pour qu'il y ait une omnicanalité dans la donnée, etc. Toi, tu me disais que les clients boutiques, les clients web étaient très différents, que vous aviez finalement très peu d'achats dans les deux. J'imagine que c'est un objectif. Comment on fait justement, grâce à la tech, grâce à des outils de CRM, pour faire en sorte que les clients soient plus fidèles? Alors, effectivement, aujourd'hui, on s'était rendu compte, après les études qu'on avait effectuées, que les clients qui achetaient en boutique n'étaient pas forcément... enfin, très peu de clients étaient nos clients Internet également. Donc, tout l'intérêt du programme de Feed, c'est aussi d'essayer de rapprocher ces deux canaux de vente. Donc en proposant, comme je disais tout à l'heure, un voucher qui est assez facilement atteignable et qui est utilisable partout, quelle que soit la campagne promotionnelle. Donc comme ça, il n'y a pas besoin de savoir « Ah non, madame, pas sur le prix rouge, là, vous n'avez pas le droit. Voilà, 5 €, c'est comme si on donnait 5 € de tickets restaurant, je dirais, quelque part, parce que ce n'est pas de la monnaie non plus. Mais et donc notre objectif à nous, c'est de... Enfin, on a un double objectif. Un objectif positif, un objectif négatif. Le négatif dans le sens où il faut pas qu'on fasse trop d'omnicanalité, puisqu'on a pas mal de nos boutiques sur les 30, il y en a à peu près la moitié qui sont des outlets sur lesquels on vend nos produits, mais qui sont des fins de collection, quoi que ce soit, donc moins cher. Et donc on ne peut pas mettre trop en place d'omnicanalité, parce que si jamais vous commandez sur le net, vous allez en magasin retirer votre produit et vous vous rendez compte qu'il est 5 € moins cher ici, voilà. Vous avez tout perdu, quoi. Le client s'en va et puis après vous le verrez plus jamais. Donc il y a vraiment cette complexité-là. Donc on travaille sur petit à petit sur la mise en place d'interaction réseau magasin. Mais pour l'instant, au sein du groupe DIM, on est plutôt concentré sur la marque italienne Lovable qui elle a plus de 300 magasins en Italie. Et là, il y a vraiment un réel maillage magasin Internet qui est intéressant à creuser. On a également aussi une gamme de maillots de bain pour Lovable qu'on n'a pas forcément pour DIM, enfin du moins pas autant étoffée. Donc voilà, il y a beaucoup plus de possibilités chez Lovable que chez DIM aujourd'hui. On sait que pour la lingerie, notamment et les maillots de bain, c'est ça c'est compliqué, il faut essayer le produit. Donc là, parfois le produit sur le mannequin en photo peut très bien aller, puis une fois qu'on l'essaye, ça va pas. Donc tout l'intérêt d'avoir le produit en direct permet de valider la commande, voire de faire de l'omnicanalité cross magasin, c'est-à-dire je l'ai pas, mais le magasin d'à côté, là je peux vous, alors, je vais pas vous faire rapatrier le maillot de bain parce que vu le prix que ça coûte, ça sert à rien. Mais par contre, je vous invite à le réserver. Enfin, je vais le réserver pour vous. Vous allez pouvoir le retirer là-bas. Donc il y a quand même il y a un potentiel en Italie qu'il n'y a pas forcément en France. Il nous reste peu de temps. Deux petites dernières questions. On va parler local et international. Chez Tape à l'œil, il y a une grosse stratégie d'ancrage local.
Tu me disais par exemple que les boutiques avaient chacun leurs réseaux sociaux, qu'ils avaient une vraie animation finalement. Ces boutiques étaient quasiment animées comme des boutiques de centre-ville, quoi, qui étaient vraiment installées et qui ne faisaient pas partie d'un énorme groupe. À quel point ça c'est important justement sur la fidélité pour faire en sorte que les gens soient d'abord fidèles à un point de vente avant même d'être fidèles à la marque en général? Alors c'est hyper important en fait, c'est vrai que c'est un point, hyper important dans notre stratégie. C'est que en fait, pour moi finalement la fidélité, c'est d'abord une question d'être humain et en fait, le rapport que peut avoir le client avec son magasin, il est clé parce que finalement, si on arrive d'autant plus qu'on veut faire aussi des magasins de nos magasins des lieux de vie et des lieux d'événements, si on arrive à finalement tisser cette relation locale avec le client, cette relation de proximité, quelque part, on a tout gagné. Et donc, c'est vrai que nous, du coup, chaque magasin tape à l'œil à son compte Instagram, en fait. On a un compte Instagram global, mais chaque magasin a son compte Instagram. Et en fait, il y a des magasins, et notamment en Belgique, c'est vraiment ultra développé. Il y a des magasins qui ont plus de 5000 sur leur compte Instagram, qui ont plus de 5000 followers. Donc ce qui est quand même non négligeable pour un magasin. Et ça, on sait que c'est des fans, en fait. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, pour rebondir sur ce que disait Nicolas, alors nous, nos collaborateurs, ils n'ont pas forcément, je pense, hein, un niveau d'exigence peut-être aussi élevé sur les outils que dans l'automobile où il faut vraiment, où les outils digitaux, je pense que sont encore plus clés pour faire de la recherche de produits, pour faire de la recherche de dispo. C'est technique. Ouais, c'est hyper technique pour faire de la recherche de composants, etc. Mais ce qui est clair, c'est que finalement, nous on est plus dans finalement de la relation humaine avec le client et les collaborateurs, quand ils ont ces outils-là, quelque part, c'est aussi une histoire de symétrie des attentions en termes de fidélité et d'expérience collaborateur. Ils savent que, parce que ça commence à se savoir, que chez Tape à l'œil, en tant que collaborateur du réseau magasin, je vais aussi vivre une expérience différente parce que je ne vais pas être juste sur de la vente, mais je vais aussi être sur de l'animation de ma communauté locale. Et donc, on a une espèce de transformation aussi qui est en train de s'opérer à ce niveau-là, où finalement, notre réseau de vente est en train d'acquérir des nouvelles compétences qu'ils n'avaient pas avant. Et du coup, finalement, c'est un peu une espèce de gagnant-gagnant entre le réseau, nous, la marque et le client, en fait. Fameux vendeur augmenté dont on entend partout dans les magazines marketing, quoi. C'est ça. Alors après, nous, on le fait de manière très, très pragmatique, hein. On va pas non plus, on n'a pas vocation à se dire, voilà, on est à la pointe de la technologie. Le vendeur, il a 3 devices, il en a un dans chaque poche, un autour du cou, machin, une oreillette. Enfin, c'est pas du tout ça, en fait, l'idée. Nous, on veut vraiment rester sur la relation humaine. Mais finalement, c'est plus uniquement je vends un produit, mais c'est aussi je partage une expérience avec le client et le visiteur. C'est vraiment ça. Nicolas, tu disais en introduction que Noroto, sous d'autres marques, était présente aussi dans d'autres pays et que tu avais ces pays-là sous ta responsabilité. Est-ce qu'il y a des vraies différences déjà de fidélité, de rapport à la marque, etc., d'un pays à un autre et comment tu gères ça du coup? Est-ce qu'on duplique des actions de la France à l'Espagne, à l'Italie, à l'Allemagne facilement? Typiquement pour le e-commerce, effectivement, on a une plateforme qui est donc internationale pour plusieurs pays en Europe, mais également pour plusieurs marques. Et on s'est aperçu justement, là, typiquement, on est en train de travailler le parcours création de compte pour l'Allemagne et on se rend compte que il y a des spécificités quand même. Pour donner une anecdote, ça on l'a vu vraiment observer en test utilisateur, c'est que la partie qui en France passe comme une lettre à la poste, c'est-à-dire les conditions, enfin l'accès aux conditions générales et pourquoi je crée mon compte, etc. Bah, en Allemagne, c'est pas du tout pareil. Ils sont très tatillons, ils vont lire toutes les conditions générales avant de créer un compte. Et on a aussi le changement qu'on doit faire aussi, c'est que le site qu'on veut faire pour l'Allemagne devra avoir une création de compte, mais simplifiée, alors qu'aujourd'hui, ils sont habitués à un checkout as a guest, effectivement. Et nous, c'est hyper important pour récupérer la donnée, de capter le client. Donc, on a une stratégie de simplifier la création de compte pour essayer et valoriser le fait que
cette création de compte a un intérêt pour le client. Du coup, on va aussi s'appuyer sur les arguments, les incentives, c'est aussi dire, bah voilà, vous créez un compte, on va vous offrir tout un panel de services, des notifications pour entretenir votre véhicule, etc. Ça deviendra un point névralgique de tout l'entretien de votre auto. Et on a des réflexions aussi sur demain, pouvoir facilement, quand je vends la voiture, pouvoir transférer cet historique d'entretien à un tiers. Donc voilà, Ça va partir sur la blockchain, tout ça. il y a des chances, ouais. Il nous reste quelques minutes. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que quelqu'un a une question à poser à l'un ou aux trois? Faites pas les timides. Essayez de parler, voir si on vous entend. Bonjour. C'est-à-dire à quel moment il faut développer plus de touchpoints ou itérer plus souvent sur ces touchpoints, pour bien comprendre votre question. Oui. Alors, on a plutôt une stratégie d'essayer d'intensifier la récurrence de contacts, hein, finalement, que ce soit en magasin, sur le digital, via les réseaux sociaux. C'est aussi pour ça qu'on fait, en ce moment, on a un événement qui est assez unique, qui existe depuis 4 ans, c'est le 4L Trophy, avec des étudiants qui partent faire des kilomètres avec des voitures, des collaborateurs Noroto qui sont là pour entretenir les véhicules. Donc du coup, ça c'est aussi un moyen d'être plus présent aussi sur le spectre des réseaux sociaux. Après, sur le fait nous, on a tout intérêt on n'a pas d'application par contre, donc ça c'est un sujet, mais pour développer les contacts avec la marque, ça pouvait être aussi quelque chose d'assez intéressant, mais pour le moment, on n'a pas cette stratégie-là. Maintenant, ouais. Non, j'allais rebondir sur ce que tu disais, sur ce que tu m'avais dit en préparation. Il y a aussi, dans la fidélité, c'est pas toujours que de la transactionnelle, ça peut être aussi par la création de contenu, comme tu le disais, sur la transition des voitures, etc. Et donc, il y a aussi, il peut y avoir des articles de blog, il peut y avoir des rendez-vous vidéo sur les réseaux, il peut y avoir des interviews YouTube, etc., qui vont permettre finalement de créer du point de contact avec la marque, qui vont permettre de connaître la marque, de savoir quel est son ADN, de savoir ce qu'elle est en train de faire aussi. Parce que de temps en temps, c'est vrai qu'il y a besoin d'amener les gens dans sa vision, et ça aussi, c'est de la fidélité, non? Ouais, effectivement, c'est des choses qui sont, en termes de contenu, par exemple, sur l'éco-conduite aussi, c'est des contenus qu'on développe pour faire en sorte que voilà, on économise un peu en termes d'impact CO2. Après, sur des moyens de faire venir des clients autres que pour réparer leur automobile, par exemple, on développe dans certains centres, et ça se fait d'ailleurs via les réseaux sociaux en local, c'est des stages automalins, c'est-à-dire des stages de formation. Ça se fait beaucoup dans les magasins de bricolage, mais donc là, c'est pour apprendre à faire des choses simples autour de la voiture. Ça peut être de la conduite, ça peut être de l'entretien basique, ça peut être réparer une rayure, enfin voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Justement, sur les sujets d'ateliers que vous effectuez, moi, ça m'intéresse de savoir comment est-ce que vous allez diffuser cette information? Ça se fait principalement sur les réseaux sociaux, mais ça se fait aussi par des communications, c'est parfois assez artisanales, hein. Ça peut être une affiche en magasin, ça peut être, je dirais que ce processus-là, on l'a pas encore, enfin sur les stages automalins, c'est pas encore, c'est pas généralisé, c'est encore
faut qu'on ait du staff disponible, faut que, enfin, voilà, c'est quelque chose qui est encore assez confidentiel, on va dire. Mais en tout cas, c'est des choses qui peuvent se communiquer via l'email, parce que voilà, on a déjà, pour tous nos clients, on a déjà mais sinon, c'est des communications sur le lieu de vente, hein, tout simplement. Je vais vous poser une question à tous les trois. Il y a le modèle sur abonnement qui est un peu dans toutes les têtes. Chez Dim, j'imagine, moi, un abonnement sur les caleçons et sur les chaussettes. Pareil sur... excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je voulais dire du pareil au même. Ça n'a aucun rapport. Oh, c'est nos collègues, on va d'accord. dire. Et puis pareil chez Noroto, l'abonnement. Et je me dis, mais est-ce que vous faites une différence entre abonnement et fidélisation? Puisque de toute manière, chez Monoprix, par exemple, on s'abonne pour ses courses. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas s'abonner chez vous? Est-ce que c'est en concurrence avec la fidélisation? Alors, chez Dim, effectivement, c'est un sujet qui est souvent évoqué depuis des années. Comment est-ce qu'on peut accompagner le client? Alors, maintenant qu'on a ouvert une gamme enfant bébé, on pourrait l'accompagner, je dirais, toute sa vie en renouvellement, en estimant c'est comment dire, c'est poussé. Voilà, on va passer du 27 au 32 en chaussettes, etc. Et effectivement, c'est un sujet qui revient régulièrement et qui est un des points différenciants qu'on pourrait mettre en place par rapport à nos collègues distributeurs. Puisqu'on a la chance d'avoir toute la gamme de nos produits et de pouvoir ainsi mieux suivre le client. Donc oui, effectivement, c'est un sujet qui traîne souvent dans la tête du business et qui revient régulièrement. Et pour des raisons que j'ignore et n'est jamais mis en place pour l'instant. Quelqu'un d'autre veut rebondir là-dessus? Oui, sans problème. Alors nous, on y réfléchit très clairement, parce que en effet, ça fait sens hein, quand on a un enfant de 0 mois, 1 mois, 3 mois, 6 mois. Donc ça fait partie des choses sur lesquelles on réfléchit, tout à fait. Alors après, en revanche, après ça, là c'est plus mon avis personnel. Je pense que l'abonnement, alors c'est un driver de fidélité énorme, mais ça dépasse aussi le cadre de la fidélité finalement. C'est-à-dire que nous, si on le fait, on l'ouvrira à tout le monde, pas forcément que à ceux qui sont dans notre programme de fidélité. Voilà, donc c'est un driver de fidélité au global, mais j'ai envie de dire, nous, on a envie de l'ouvrir, si on le fait, on a envie de l'ouvrir à tout le monde. Donc, mais oui, ça fait partie des choses sur lesquelles on réfléchit. Mon rôle, c'est d'animer évidemment cette conférence, mais c'est de faire en sorte que vous reveniez la prochaine fois. Donc je vais vous laisser 5 minutes pour prendre un café avant d'enchaîner sur votre journée, sinon vous allez être épuisé et vous allez penser que la journée n'était pas bonne. Alors merci beaucoup pour votre attention, merci à tous les trois pour ce partage d'expérience, et puis on se retrouve dans la journée. Merci.